et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 95e épisode du pod.club et podcast magazine, puisque vous l'avez compris, ceux qui sont allés faire un petit tour sur le pod.fr, eh bien le pod.fr va migrer vers podcast magazine, le magazine qui vient de paraître il y a très peu de temps, et certains d'ailleurs l'ont reçu soit l'ont pris au Paris Podcast Festival, ils ont eu cette chance, cette primeur, soit ils l'ont reçu par courrier, puisque ça y est, la Poste nous a confirmé que tout était bien arrivé, ou du moins en cours pour ceux qui l'ont commandé de l'étranger. Je pense que le Canada, ça mettra encore un peu de temps à arriver dans les boîtes aux lettres, mais on est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle room, un nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire, tous les mercredis de 13h à 14h. On se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de naturel. C'est un peu notre temps disponible de la semaine avec Bruit Latour. On passe rarement autant de temps ensemble que sur Clubhouse. 95 fois 1 heure, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment souvent le cas. Et surtout de pouvoir discuter avec des passionnés et des passionnés et eux, du podcast natif principalement. On parle aussi un peu de replay, mais principalement. Et puis cette saison, 3e saison sur Clubhouse, on a proposé à nos cerveaux, à ceux qui font partie de Cool, de cette plateforme que l'on a ouverte il n'y a pas longtemps pour Podcast Magazine, sur laquelle on échange pas mal entre podcasteurs, entre auditeurs aussi, de proposer des thématiques. Et Marguerite de Rodelec, qui va se présenter tout de suite et qui est avec nous, a proposé une thématique sur la promotion d'un podcast de niche. Comment faire la promotion d'un podcast de niche? Alors, on a déjà parlé de ces problématiques de promotion. On sait pertinemment, quand on lance un podcast, c'est 1/3 de production et 2/3 de promotion et de communication. Tout le monde en parle, et même si on fait ça pour le fun et par passion, on aime quand même être écouté, et puis savoir qui nous écoute. C'est aussi le concept, et peu importe le nombre, ce qui est important, c'est les échanges qu'on peut aussi avoir avec ses auditeurs. Marguerite, je te laisse te présenter en deux petites phrases avant de partir sur le billet acidulé de Bruit Latour sur la thématique du jour, et puis ensuite on vous invite à monter sur la stage sur la scène, on va parler en français, sur la scène pour réagir avec nous et commenter cette thématique de podcast de niche. Est-ce que d'ailleurs tous les podcasts ne sont pas des podcasts de niche? Marguerite, déjà une petite présentation de qui tu es. Salut Marguerite. Bonjour Philippe, merci, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Marguerite de Rodelec effectivement, et les podcasts de niche, je connais quelque chose parce que je produis des podcasts pour le secteur de la santé. Voilà, j'ai cofondé il y a 2 ans et demi un studio de production de podcasts. J'anime un podcast qui parle de santé des femmes, donc encore plus niche dans la niche. Et ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'audio. Effectivement, les podcasts, c'est ma grande passion. Et donc aujourd'hui, je voulais partager un peu avec vous tout ce que j'avais appris depuis toutes ces années sur le podcast de niche. Effectivement, comme tu le disais en introduction, la plupart des podcasts qui sont des podcasts de niche, et même la plupart des podcasts connus. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on a un podcast de niche, où a priori on s'adresse pas à beaucoup de personnes, qu'on peut pas en faire une force. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ben voilà, une belle introduction de Marguerite. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ton profil et aller voir qu'est-ce que tu as mis comme profil sur ton profil. Est-ce que nous avons de l'Instagram? Est-ce que nous avons... C'est quoi que tu utilises le plus? Oui, de l'Instagram. C'est Instagram? Alors moi, je suis très LinkedIn et Instagram, mais alors j'ai l'impression d'être un petit peu plus forte sur LinkedIn que sur Insta, en vrai. Ouais, bon.
Comme ça, si vous voulez contacter Marguerite de Rodelec sur Instagram ou sur LinkedIn. Monsieur Bruy-Latour, un petit jingle avant avant le grand saut. Le grand saut. Grand saut dans le vide. Allez, un petit jingle, c'est parti. Radio House. Alors, une nouvelle room, c'est aussi généralement une nouvelle interrogation. Comment promouvoir un podcast de niche? Alors, si vous me demandez mon avis sur cette interrogation, je vous dirais qu'il est bien plus facile de promouvoir un podcast qui prend racine sur une thématique peu traitée, on va dire donc une thématique assez obscure, peu mise en lumière, que positionner d'emblée son podcast sur une thématique plus large, donc déjà traitée en long, en large et en travers. Tout simplement parce que la concurrence y est moins féroce, mais les auditeurs aussi y sont beaucoup moins nombreux. Alors, il est toujours plus difficile de se faire une petite place sur un grand secteur que de se faire une grande place sur un petit secteur. C'est le postulat de départ, c'est une opinion que je partage avec vous, consécutive à quelques années d'observation déjà, d'autant que dans le domaine du podcast, les territoires encore inexplorés sont relativement nombreux. Si vous n'y allez pas maintenant, si vous ne prenez pas la décision d'aller les défricher et d'y couler vos fondations, d'autres le feront à votre place. Ainsi, j'imagine que dans quelques mois, dans quelques années, il sera plus possible de se faire une grande place sur un petit secteur. J'entends par secteur la thématique du podcast, c'est son sujet, son éditorial et sa promesse. Bon, sans dresser un inventaire à l'après-vert, on dira que, pour résumer très sommairement, que tout ce qui s'articule autour de la proximité renvoie vers cette thématique de podcast de niche, vers ces territoires inexplorés. Autre point de vue qui est toujours très personnel, vous ne pouvez pas vous imposer durablement sur une niche audio si vous n'en avez pas l'expertise, si vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants, tout simplement parce que vous allez y rencontrer certes peu d'auditeurs, comme je le disais, mais des auditeurs qui vont être très affûtés sur ce sujet de niche, des passionnés quasi compulsifs, psychiatriquement quasi compulsifs. Donc la moindre erreur y est souvent fatale. Donc d'abord, il faut connaître et maîtriser son sujet sur le bout des doigts. Si ce n'est pas le cas, vous passez votre chemin parce que tout ce qui va suivre, les 5 conseils que j'ai envie de mettre en avant vous seront complètement inutiles. Le premier d'entre eux, le premier de ces 5 conseils, c'est solliciter la presse spécialisée. Pour répondre à l'interrogation de début, donc, si vous venez d'arriver, comment promouvoir un podcast de niche? Donc, numéro 1, solliciter la presse spécialisée. Si vous êtes sur un marché de niche, cela ne sera pas forcément facile d'amadouer la presse. J'entends par là la presse généraliste, sauf si cette niche, de par son contenu, est originale, de par le traitement aussi, est original. Bon, ce ne sera pas facile car ce marché de niche concerne donc, vous l'avez compris, par définition peu d'auditeurs et vous gagneriez donc mieux à solliciter la presse spécialisée qui est aussi une presse dite de niche ou par exemple des supports qui ont déjà une communauté de lecteurs ou d'internautes en lien avec votre thématique. N'oubliez pas quelques fondamentaux qui sont valables sur tous les secteurs, qui valent pour tout type de sollicitation. Il faut persévérer, beaucoup s'engager pour se faire connaître et engager du temps pour souvent, il faut l'avouer, peu de résultats. 2, c'est créer sa communauté. Alors encore faut-il disposer d'une base d'auditeurs fidèles. Cette base se construit généralement avec le temps, avec beaucoup de labeur, beaucoup de patience. Ici, on mise davantage sur le qualitatif que sur le quantitatif. Néanmoins, il n'est pas interdit de combiner les deux, de pousser les murs et de faire en sorte que votre communauté soit les deux à la fois, qualitative et donc quantitative aussi. C'est généralement là aussi un travail de longue haleine. C'est rare, ça exige beaucoup de conviction. Et puis le fait de tenir également ses promesses. La communauté vous suit parce que vous êtes, je le répète, crédible, parce que vous êtes le seul sur cette niche et parce que vous produisez une sorte de valeur ajoutée en maîtrisant encore une fois votre sujet. En théorie, c'est un triptyque assez simple. En pratique, je peux vous dire que ça demande beaucoup de patience et d'engagement. Troisièmement, participer aux événements ciblés et dédiés. C'est vrai que pour être entendu, pour être écouté, il faut souvent être vu. Alors sur un marché de niche, il faut participer et s'engager là où se trouve votre public potentiel, vos auditeurs potentiels. Alors, comme ils ne sont pas nombreux, ils sont facilement repérables. C'est la meilleure des façons, selon moi, pour se faire connaître et surtout se faire reconnaître. C'est-à-dire, il faut tisser un réseau, promouvoir de visu son travail et son podcast. Alors, rester derrière un écran dans sa chambre ou dans son bureau, ça marche, mais vous ne faites pas Ken Flush tous les jours.
faut aussi dépasser la seule démarche qui consiste à assister à des événements, c'est-à-dire qu'il faut prendre part aux manifestations en lien avec votre podcast, c'est-à-dire participer directement à des conférences, pas dans la salle, hein, mais sur scène généralement, animer des tables rondes, des discussions en ligne, aller vers des associations, des groupes, des réseaux, des clubs, bref, ne pas rester dans son coin et ne pas s'isoler. 4, consacrer un budget, bah ouais, on ne reviendra pas ici sur les coûts, par exemple, d'acquisition de matériel de production, mais ça surprendra personne que de claironner une énième fois que le podcast exige quelques sacrifices financiers. C'est-à-dire courir les manifestations, ça a un coût, créer des visuels, ça a un coût, habiller son podcast, ça a un coût, héberger ses productions, ça a un coût, consacrer parfois beaucoup de temps pour peu de résultats, ça a un coût. Tout cela peut rapidement alourdir la note, alors il faut être prêt à la payer et puis se fixer des objectifs, s'interroger, se poser cette question, jusqu'où je peux aller. Enfin, 5, pour terminer, il faut, je crois, sur un podcast de niche, se positionner comme une sorte de service public. Ici, ce n'est pas l'audience, hein, vous l'avez compris, il y a peu de monde, je le rappelle, mais j'imagine que les intervenants le rappelleront dans cette room, c'est pas l'audience qu'il faut obligatoirement viser, même si on est d'accord, un podcast est produit, Philippe l'a dit en préambule, pour être le plus largement écouté et partagé. Moi, très franchement, je ne connais pas de gens qui sont dans le podcast ou dans la radio, par exemple, qui font de la chronique du podcast ou des émissions pour ne pas être écoutés. J'en connais pas. Enfin, peut-être que vous vous en occupez, mais quand vous vous en connaissez, mais quand on fait généralement un podcast, une chronique, une émission de radio, c'est quand même in fine pour être écouté par le maximum de personnes. Ou alors, ça m'a peut-être échappé, mais c'est possible. Donc le podcast de niche demande probablement à celui qui l'incarne d'avoir une autre philosophie pour entrer dans cette démarche de service public. Comprendre qu'il générera certes moins d'audience, mais qu'il aura une mission donc, qui se rapproche plus ou moins du service public. Quand je dis service public, c'est une image, hein, c'est pas le service public, c'est l'image du service public en tous les cas, ce que son ADN peut représenter. En zone rurale, par exemple, vous avez une fréquence de France Bleu ou de France Culture qui est écoutée par une dizaine de personnes. C'est ça le service public. Vous faites un podcast de niche qui est écouté par une centaine de personnes. C'est ça un peu le service public du podcast. Donc comprendre qu'il générera moins d'audience, mais qu'il aura aussi donc cette mission caractéristique, selon moi, être présent là où personne ne veut aller parce que le nombre d'auditeurs potentiels n'est pas suffisant. C'est ça finalement la symbolique du podcast de niche, sa philosophie. Et je pense que quand on a compris cette philosophie un peu impalpable de ce que peut représenter, selon moi, ce podcast de niche, on peut y aller avec peut-être des résultats à la clé. Radio House. Alors, est-ce que justement, le podcast n'est pas fait pour être de niche? Est-ce que c'est pas justement la grande partie de l'intérêt du podcast, c'est d'être un podcast de niche, et quand le podcast ne sera plus de niche, ou quand il y aura un podcast que tout le monde écoutera, est-ce que ce sera vraiment du podcast? C'est un peu une question que je pose et que je lance à tous ceux qui sont dans la room et qui veulent activement participer et lever la main. Mais avant tout, on va laisser Marguerite nous expliquer tout d'abord pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet. Alors bien sûr, tu l'as expliqué parce que tu es spécialisé dans le podcast de niche, mais est-ce que on fait différemment de la promotion pour un podcast de niche que pour un podcast qui se veut être grand public et qui se veut toucher tout le monde? Oui, je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir partager un maximum de conseils, parce que c'est vrai que déjà tout le monde ne connaît pas le terme podcast, donc il y a des personnes à qui il faut expliquer simplement ce que c'est, et du coup quand on a un podcast de niche, je pense qu'on a un autre challenge, et en fait c'est vraiment, comme on l'a dit, ça peut être aussi bien un avantage qu'un inconvénient. Il faut juste savoir comment adapter sa communication. Par exemple, il faut savoir comment pitcher un podcast. Si je te dis que j'ai un podcast sur la santé mentale, tu vas peut-être te dire ah bah oui, mais bon, moi je suis pas concernée parce que je j'ai pas de maladie mentale. Oui, mais si je t'en parle sous un angle peut-être plus de société, oui, bah je sais pas, on va parler de santé mentale des soignants. Peut-être que là ça va plus te toucher parce que tu vas dire ah oui, d'accord.
A priori, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très loin de moi, mais j'ai trouvé le pont qui va faire que tu vas t'y intéresser, tu vois. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent ça qui nous attire dans un podcast, c'est le rapport qu'on peut avoir à sa propre expérience, à sa propre ou à son quotidien, hein. Il peut y avoir, moi c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être sur la maladie. Là on parle de la santé, et quand c'est une maladie dont on a entendu parler autour de soi ou qui nous touche de manière plus proche, on a plus envie d'aller l'écouter et puis de découvrir le reste du podcast. Donc la communication, c'est anglais un peu aussi, la communication, mais en même temps expliquer que tu touches beaucoup plus large que simplement le sujet dont tu parles dans cet épisode plus particulièrement. Alors toi, en plus, tu as développé au-delà de ton podcast, de tes podcasts que tu produis, tu as aussi mis en place une sorte de moteur de recherche des podcasts de santé. Et là, c'est pas que toi qui les produis. Tu références un peu, tu fais ton podcast magazine de la santé, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement dans le cadre de cette réflexion avec mon associé, on se disait, mais comment, en fait, le problème qu'on avait souvent, c'est que les gens nous disaient, ah, d'accord, vous aidez des gens à faire des podcasts santé, mais c'est hyper niche. Et en fait, on se disait, c'est vrai que c'est dommage que ce soit considéré comme des podcasts de niche, alors qu'une santé, on en a tous, hein, a priori. Et donc, du coup, comment on peut faire pour qu'ils puissent être plus visibles? Comment faire, en fait, pour valoriser vraiment le travail de tous les producteurs de contenu, pas juste nous? On va créer un site. Alors, moi, j'ai une formation par ailleurs en SEO, donc référencement naturel. Et j'avoue, j'y suis un peu allée comme un gros bourrin. Je me suis dit, OK, je veux que qu'à chaque fois que quelqu'un dans Google tape podcast santé, je veux qu'il tombe sur nous. Donc, j'ai créé cette plateforme qui, en fait, référence donc tous les podcasts qui parlent de santé, tous les podcasts francophones. On a aussi un blog où on a vraiment envie de mettre en lumière le travail des autres personnes, de montrer un petit peu les coulisses de la production de podcasts dans le secteur de la santé, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est aussi très réglementé. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc ça correspond à des règles un peu particulières. Et on a en gros, la page d'accueil, on l'a aussi pensé pour pouvoir mettre des collections en lumière, par exemple. Le mois dernier, c'était le mois Octobre Rose, donc mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc, on a mis une sélection de podcasts qui parlaient de ça. On va mettre aussi nos coups de cœur. Voilà. Et on a pas mal de bons retours là-dessus, parce que c'est vrai que quand il y a énormément de podcasteurs en fait santé qui ont des très faibles volumes d'écoute, et ça leur permet de manière quasi directe d'avoir un peu plus de visibilité. Alors c'est pas tout, et en plus comme on l'a entendu dans la chronique, c'est vrai que on s'en fiche. Enfin, c'est pas la taille, c'est pas le nombre qui compte, c'est aussi ça va être l'engagement, et c'est aussi, je pense, sur les podcasts de niche, le challenge, ça va être vraiment de pouvoir s'adresser à sa cible. C'est pas, si j'ai un podcast, je sais pas, sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et que j'ai 500 000 écoutes, je pense qu'il y aura un problème. Je pense, ou bien d'un seul coup, tout le monde a commencé à s'intéresser à ce genre de maladie. Mais voilà, le challenge, c'est plus, il faut que je vise une communauté. Comment je vais m'adresser à cette communauté? En créer une, c'est super bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres aussi qui existent? Et comment je fais pour leur pousser ce message? Alors, j'ai testé un podcast de santé. Si vous tapez sur Google, il n'y a pas photo. Ce répertoire des podcasts de santé qui arrive en premier. Et dans les podcasts qui ressortent sur Google, c'est Priorité Santé de RFI qui ressort en premier. Après, il y a Sport, Santé, Nutrition, Métamorphose, Choses à savoir qui ressort. Voilà, c'est simplement pour vous faire un petit tour. Et puis, en deuxième position, c'est Podmust avec les 9 meilleurs podcasts santé et forme pour... Mais en tout cas, tu es en première position. Ça, c'est un travail en plus qui est assez intéressant, parce que ça fait un peu le double effet. C'est-à-dire que tu fais la promotion d'autres podcasts, mais en même temps, tu fais la promotion de tes podcasts et de ton savoir-faire. Est-ce que c'est aussi un peu l'objectif que de lancer un moteur de recherche comme ça? Est-ce que tu pourrais conseiller à chacun qui est dans sa propre niche de faire ce que tu fais, c'est-à-dire une sorte de curation dans la niche qui permet d'avoir une meilleure visibilité pour tout le monde, et donc indirectement pour toi? Et après, on donnera la parole à Zuber et Raphaël, mais on laisse un peu dérouler Marguerite, et puis on vous invite à réagir. Bah oui, en fait, on dirait que tu as lu mes notes. Mais ouais, en fait, c'est ça. Alors, après, je suis consciente que en fait, j'ai pas envie de mentir non plus. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce site, donc voilà, ça va pas venir comme ça.
Mais en fait, je pense que je pense qu'il faut, sur les sujets vraiment de niche, il ne faut pas avoir peur de prendre les choses en main. Là, le média, c'est vraiment, ça nous rapporte, enfin, c'est hyper, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de la patience. Mais en tout cas, le retour sur investissement est très, très bon. Et après, on peut même décliner parce qu'en fait, une fois qu'on a créé un média, mais bon, ça, vous le savez aussi avec le pod, c'est hyper facile de faire par exemple des baromètres. Donc, c'est comme ça que le mois dernier, on a publié le premier baromètre du podcast en santé. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, donc moi, j'ai un podcast sur la santé, ok, mais dès qu'on va penser au podcast santé en général, on va penser à Medcheck Studio, mais surtout à moi. Enfin, c'est un travail qui est en cours. Hein. Je ne dis pas que je Non, suis non, la mais on est référence, bien mais en tout d'accord. cas, Oui, oui. c'est ce que j'essaye de faire. Et après, comme ça, on peut faire exactement ce que Frédéric disait dans sa chronique, c'est-à-dire qu'on va devenir le point de référence sur un sujet en particulier. On va se faire inviter aux tables rondes, on va créer des événements, etc. Et c'est un moyen vraiment d'être actif dans la démarche et d'avoir un exemple très concret. Moi, j'aime bien donner des conseils concrets et pas juste du vent. Et là, comme ça, vous baptisez vraiment quelque chose. Et puis dans tous les cas, c'est un travail qui va rester sur la durée versus le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux qui est hyper éphémère. C'est quelque chose qui peut nous servir après. Par exemple, je sais pas, on pourrait très bien avoir sur ce site des personnes qui payent pour être en une dans l'espace publicité, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est aussi un moyen de rentabiliser son activité, quoi. Ouais, on en parlait d'ailleurs avec je sais pas si vous connaissez Castopod, qui est en train de réfléchir justement à un moteur de recherche pour la totalité des podcasts et pouvoir justement cibler pas de la publicité, mais des podcasts en fonction des recherches que l'on fait. Très intéressant. Et puis ça doit occuper aussi les longues soirées d'hiver, hein, d'avoir une plateforme de podcast comme ça, parce qu'on sait ce que c'est le travail éditorial, le travail de recherche, le travail de mise en ligne, enfin tout ça. Et puis je suppose que vous n'avez pas une équipe non plus, vous n'êtes pas 10 à Medcheck Non, on est Studio. 150. Vous êtes 150, c'est ça, donc c'est facile à faire Ouais, en c'est fait. C'est très simple. Alors, ouais, c'est un travail d'orfèvre. il y a quelques réactions sur le chat, hein, je sais pas. Alors Merci. Raphaël est avec nous, donc il pourra interagir dans 30 secondes. Je vais donner la parole à Zuber d'abord et ensuite à Raphaël. Et il y a Sandra simplement Maé qui dit, en tous les cas, ça se bat pour être classé sur Podcast Santé. Vu le nombre d'annonces sponsorisées qui s'affichent avant celui de Marguerite, c'est plutôt bon signe. Alors moi, j'avais pas de pub avant quand j'ai fait ma recherche. Je suis tombé directement sans pub sur... j'ai mis podcast de santé. Ah, peut-être que tu as mis podcast santé. Et là, c'est peut-être différent. Là, il doit y avoir de la pub. Attends, j'essaye. Non, même pas. Ouais, Bon, mais moi, j'ai pas de pub à Ouais. Brubla-Gaillarde. Puisque ça dépend de la localisation. Zuber. J'ai enlevé toutes les pubs, c'est pour ça. Ouais, non, même pas. Zuber, c'est à toi. Tu voulais réagir. Déjà bonjour à tous et merci à toi Marguerite. Marguerite. Alors moi j'ai un podcast vraiment de niche car je suis tout seul. J'ai pas de concurrent. Mais personne. t'as des auditeurs quand même. Oui. Ah bon, je croyais que tu étais Oui. tout seul et que tu parlais qu'à toi et que tu ne publiais pas tes épisodes. Ah non, je publie mes épisodes mais j'ai aucun concurrent, aucun autre podcasteur ou même créateur de contenu qui parle de ce sujet dans mon axe. Et je me disais, mais si je devais monter on va dire voilà, j'oublie, je perds mes mots, excusez-moi. Si je devais monter un moteur de recherche, ben j'aurais personne. Oui, non, ben alors voilà. mais- Oui. En fait, il parle de quoi ton podcast? Il parle d'accessibilité et de handicap. Mais je ne parle pas aux personnes handicapées, je parle à tout le monde. Ben non, mais viens sur Podcast Santé. Tu seras Oh là bien. là, comment elle l'attire dans le moteur de recherche, énorme. Viens, on est Pas mal bien. ça, mais viens dans le podcast santé. Mais oui, tout à fait, en fait, c'est quand même c'est lié, donc tu peux tout à fait te référencer. Je mets le lien pour ceux qui On peut- n'ont pas trouvé sur Et Google vraiment, comparé on ici. fait une interview de toi et tout, et tu vas être mise en avant. C'est tout l'objet en fait. Mais j'ai eu beaucoup d'interviews de moi toujours sur ces thématiques. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui en parlent, mais qui en font un épisode maximum, voire 2. Donc j'ai toujours été placé là-dessus, mais
réellement, ça m'apporte rien. Bah, ça apporte. Alors, moi, ça, c'est la réaction classique. Ça m'apporte rien de faire ci, de faire ça. En fait, ça t'apporte peut-être peu, mais ça apporte quand même. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, quelle que soit la démarche qu'on aille dans un podcast ou qu'on parle de soi sur Internet, enfin, tout ce que tu vas faire te sert à un moment ou un autre. La difficulté, c'est d'identifier le retour sur investissement. Et je pense que dans le secteur dans lequel on est, et dans lequel on vit, le podcast, le retour sur investissement, il est très compliqué à calculer. Déjà qu'il est compliqué à calculer dans la publicité classique quand on est sur des médias classiques. Alors là, sur l'investissement qu'on peut faire à aller à droite et à gauche pour faire parler de soi ou se montrer ou avoir de la visibilité, je pense que tout est bon à prendre et ce qui est important, c'est en effet de faire parler de soi. On va accueillir Raphaël qui voulait réagir aussi. Raphaël, salut Raphaël. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe, bonjour Marguerite. Je pense qu'au niveau de la promotion, puisque c'est un peu le sujet du podcast de niche, le biais de Brûlatour est très très précis en fait sur l'idée de qui est cette niche, des ambassadeurs de la niche, des gens qui sont compulsifs, etc., etc. Moi j'en ai deux, podcast de niche. Il y en a un que j'ai monté, j'ai fait l'inverse. J'avais déjà un site qui réunissait des gens qui s'intéressent à une musique précise, en l'occurrence celle de Prince. Et autour de ces gens-là, j'ai toujours, c'est un site qui a 25 ans, donc forcément quand le podcast a explosé, il m'a paru normal, en tout cas légitime, d'en faire un qui s'appelle Violet et qui est typiquement un podcast dit de niche. La promotion, elle se fait naturellement autour des gens qui sont sur le site, mais tu atteins très vite un plafond. C'est-à-dire qu'une fois que les gens qui te connaissent déjà le connaissent, il y a quand même une volonté de le faire grandir un petit peu et en tout cas de le faire savoir. C'est-à-dire que tu as d'un côté ceux que tu aimerais avoir comme auditeurs, et de l'autre, tu aimerais quand même qu'il y ait des gens qui disent bon, ben, peut-être que c'est pas pour nous, je vais pas l'écouter, mais sachez qu'il y a un podcast qui existe en France, qui est unique en France, en Europe, voire au monde, parce que la manière dont on le fait, il est pas fait comme ça ailleurs. Donc, c'est à ce moment-là que la promotion devient difficile. Parce que souvent, quand tu es sur une niche, on te regarde un petit peu comme ah c'est mignon, c'est le truc pour les fans là, ouais c'est sympa. Ouais mais non, c'est pas sympa, ça nous prend du temps, c'est des épisodes qui font 4 heures, il y a des experts qui viennent, il y a des invités. Le truc est fait sérieusement. Parfois le fait de faire quelque chose pour une niche peut jouer sur la crédibilité que peuvent t'apporter certains, alors que les choses sont bien faites. J'en ai un second qui est autour de l'influence, où je fais des interviews d'influenceurs et d'influenceuses, oui je sais, j'ai du courage, qui lui aussi est sur cette niche, et là j'ai un comportement au niveau de l'auditoire qui est complètement différent. Et typiquement sur la promotion, l'impact d'Instagram sur l'un et sur l'autre est radicalement différent, la manière dont il est perçu est complètement différente, et même j'ai envie de dire, je pensais naïvement qu'en faisant un podcast sur l'influence, j'allais pouvoir bénéficier de l'audience des influenceurs, et finalement c'est jamais le cas. Ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils ne me rapportent très peu d'audience alors qu'ils ont énormément de followers, qui sont énormément suivis. Finalement, ils transforment très peu. Donc, il faut voir quelle est la niche, il faut voir quelle place tu as dans cette niche, parce qu'il y a des niches très différentes. Et ensuite, à promouvoir, ça amène, je trouve parfois, un petit caillou supplémentaire. Sachant que la promotion des podcasts, c'est souvent quelque chose que tu abordes dans cette room Clubhouse, c'est quand même un sujet qui nous préoccupe tous. Mais c'est très frustrant parce que pour conclure, tu as la chance d'avoir parfois une audience plus rapide que quand tu lances un podcast de zéro parce que tu as une niche qui est captive et que tu sais où aller la chercher. Mais après, pour faire grossir et développer, c'est assez difficile. Bah oui, et puis ça veut peut-être dire changer l'éditorial. Marguerite. Oui, Raphaël, est-ce que tu as essayé de faire de la cross-promotion avec des podcasteurs qui parlent de musique? Complètement. Et ça marche pas non plus? Alors, ça marche. C'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Philippe. C'est-à-dire qu'en notoriété, tu montes un petit peu. Comme il dit, ça sert jamais à rien. J'entreprends plein de choses. J'imagine que ça aide, mais il n'y a rien que j'entreprends qui va générer un pic d'écoute ou une visibilité colossale. Le podcast, c'est quand même un truc qui est très 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 particulier parce qu'il faut arriver à joindre simultanément le temps que il faut arriver à tomber sur la personne au moment où elle va cliquer. Il faut qu'elle ait le temps aussi de l'écouter. C'est-à-dire que si elle doit reporter l'écoute, tu perds beaucoup de gens. Sauf que quand c'est des magazines qui en parlent, les podcasts magazines, c'est fantastique, mais quand c'est des magazines qui en parlent,
On peut quand même pas cliquer, donc il faut que les gens se souviennent de toi. Je rappelle que dans un numéro de Podcast Magazine, il y a juste 175 podcasts à découvrir, donc c'est pas évident de s'en souvenir. Quand tu passes sur Instagram, si c'est pas une story, les gens peuvent pas cliquer. Si c'est une story, ils peuvent cliquer, mais comme ils sont en train de bouffer de l'Instagram, ils n'ont pas forcément la disponibilité pour aller t'écouter. Donc, il faut qu'ils se souviennent de toi. Donc, en fait, il y a un rapport entre le clic ou l'arrivée de l'information et la disponibilité d'écoute qui est très, très, très différent de quand tu vois une pub pour un site, tu cliques, tu vas sur le site et t'achètes ou pas le produit, ou tu es sur Insta, tu vois un compte qui te plaît, tu cliques sur le compte et tu vas voir la suite. Il y a quand même un décalage entre le moment où tu as l'information et le moment où tu as la disponibilité pour accéder au contenu. Et je pense que ça, c'est une vraie particularité dans l'univers digital du podcast. Parce que tous les autres contenus, tu les consommes au moment où tu cliques. Pour le podcast, il faut être dispo. Ouais, mais après, il y a un truc que tu n'as pas cité aussi. C'est le travail que tu peux faire de référencement sur les apps pour apparaître en numéro 1 quand les gens cherchent en gros à consommer, quand ils sont prêts, quand ils écoutent des podcasts et qu'ils sont au courant, parce qu'il y a aussi ça qui est un peu compliqué. Et si tu vois, si je sais pas ce que ça pourrait être les mots-clés, j'imagine que c'est un truc comme musique américaine, je dis n'importe quoi. Si t'es le premier, tu vois, au moins tu t'assures d'être écouté, quoi. Ouais, mais là, Marguerite, t'en as pas dit assez. Donne des trucs. Comment on fait pour être premier? Du coup, non, mais en fait, c'est un petit peu comme le référencement naturel en temps normal. Il faut obéir à des règles et en gros, c'est alors j'ai que des exemples de santé, vous imaginez bien, mais c'est pour illustrer et pour que ce soit concret. J'ai un podcast qui parle de santé des femmes, ok. Et ben en fait, il faut que dans le texte, il faut idéalement dans le nom du podcast, dans le titre, mais aussi dans le texte qu'il y a sur les plateformes d'écoute, qui est ce terme-là et qui est énormément de termes qui sont sémantiquement proches. Et en fait, un truc qui marche très bien et qui est facile à comprendre, c'est si par exemple vous mettez des définitions. Alors, il faut faire ça, il ne faut pas être trop lourd non plus, parce qu'il faut penser qu'il y a des gens qui vont lire les descriptions de vos épisodes et vous n'avez pas envie d'être un peu trop bourrin, quoi. Mais ça va être, par exemple, on considère que la santé des femmes est blablabla. Et en fait, tous les mots que vous allez mettre autour vont être potentiellement les mots que cherchent les gens sur les plateformes d'écoute. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Non, mais c'est la logique de Google. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la logique de Google, c'est-à-dire qu'il faut reprendre. Alors oui, en gros, c'est prendre une définition et la réécrire un peu pour que ça rentre un peu dans le cadre de l'épisode de podcast, mais qui est quand même pas mal de mots-clés qui soient repris par les applications mobiles ou les plateformes ou les agrégateurs. Oui, mais ça ramène... Pardon, si je peux faire une parenthèse sur cet apport, ça ramène quand même à une conclusion qu'on a souvent sur cette room quand on parle de promotion, c'est-à-dire que on peut pas. Enfin, moi ça va, j'ai une agence en communication digitale, donc j'ai pas de souci avec ce que tu dis, ça me convient parfaitement. Mais par rapport aux gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer sur le podcast et qui sont pas forcément web designer ou ce qu'on veut ou spécialistes de SEO ou autre, ça amène quand même des compétences et des réflexions qui sont beaucoup plus vaste que simplement enregistrer et publier son podcast. C'est clair. Vraiment créer sa propre éditorial. Il faut créer son propre éditorial, il faut créer un site ou un support pour pouvoir être absorbé par Google. Donc moi, je suis d'accord avec toi, et c'est effectivement ce qu'on fait, mais dans la réflexion de la promotion, ça amène une quantité de travail, j'ai rien contre le travail, mais une quantité de travail colossale par rapport à ce que ça peut rapporter parfois, et je ne parle pas d'argent, je parle juste d'écoute. Ouais, c'est le problème, c'est le nombre de métiers qu'il y a. Frédéric, tu voulais intervenir ? Oui, ceci étant, je pense que le plafond de verre est plus rapidement et plus facilement atteignable qu'un podcast plus classique. Par définition, d'ailleurs, une niche concerne peu de monde à la base. Donc, arithmétiquement, mathématiquement, il est impossible de générer une audience digne d'autres podcasts, on va dire, avec des sujets plus populaires. Il faut comprendre qu'un podcast qui traite par exemple de décoration d'intérieur ne générera jamais la même audience qu'un podcast qui traite par exemple de culture générale. Je fais référence au premier podcast de Choses à savoir, culture générale. Donc c'est mathématique. Si vous voulez, le problème il est réglé automatiquement. Et je pense qu'il vaut mieux mettre ses efforts dans ce que je disais tout à l'heure. Pour reparler du podcast de décoration d'intérieur. Il y a quelques jours, on recevait une podcasteuse qui est décoratrice d'intérieur de profession. Son podcast, devinez, traite
de décoration d'intérieur. Elle a tout compris, hein. Vous imaginez un arboriculteur, j'en sais rien moi, qui se transforme en podcasteur et qui va vous parler de pommes, un pâtissier, un apiculteur, un plombier, un graphiste. Enfin, tous ces gens évoluent déjà sur un marché de niche qui est très hermétique, mais qu'ils maîtrisent. Donc, c'est aussi, dans leur malheur, une chance que de bien maîtriser leur sujet sur ce marché de niche. Ils sont les plus légitimes pour l'incarner. Mais pour terminer, Philippe, le plafond de verre sur un podcast de niche, il est atteint très très rapidement parce qu'il concerne très peu de monde. Ouais. Et on va accueillir Sandra qui nous fait le plaisir d'intervenir et de monter. Et puis Stéphane Berthomé, pas juste après Sandra. Sandra, salut, tu voulais réagir, commenter. Tu es la bienvenue. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais plus savoir vos conseils, vos avis, parce que je suis dans un podcast de niche dans la niche. Donc, en fait, je suis dans l'adoption et plus particulièrement pour les adoptés. Mais je suis plus d'un point de vue un peu clivant. Donc, c'est difficile de percer, entre guillemets. Je demande aux gens de le partager et tout, mais déjà, le sujet est peut-être dérangeant. Mais en plus, comme je casse un peu les mythes et les codes, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc, je voulais avoir vos avis là-dessus sur promouvoir ce type de podcast. Marguerite? Pourquoi tu penses que ça plairait pas à tout le monde? Qu'est-ce que tu entends par je casse les mythes? Ben, en fait, dans le mythe de l'adoption, c'est soit tout blanc, enfin, c'est soit tout rose, soit tout noir. En fait, il y a un juste milieu. Et il y a aussi le fait qu'on devrait être reconnaissant, redevable à la famille quand on a été adopté. Par exemple, là, je parle des recherches. Bah, les gens vont dire pourquoi tu recherches alors que tu es bien dans ta famille, tu as une belle vie. Sauf que c'est un besoin qu'on a au fond de nous. Donc, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Et c'est plein de codes comme ça. Comme par exemple, moi, je suis pas blanche, mais j'ai été éduquée comme une personne blanche, ce qui fait que le racisme, je me suis pris en pleine figure, je me suis pas rendu compte. Mais entendre ça, c'est difficile pour les gens. Parce qu'un enfant adopté devrait être comme un enfant biologique. Donc voilà, il y a quelques ajustements à faire et c'est ça que même les personnes adoptées qui ont vécu avec toutes ces croyances ont du mal à se construire. Donc j'aborde ces sujets-là pour qu'elles puissent se reconstruire comme moi j'ai pu me reconstruire. Et du coup, ça blesse peut-être les parents, les futurs parents, même les personnes adoptées qui sont toujours en quête d'identité et qui ont du mal à se trouver. Donc, du coup, j'ai du mal à faire diffuser mon podcast et à faire en sorte qu'il soit partagé parce que c'est pas forcément des avis enfin, ce que je dis, les gens n'ont pas forcément envie de l'entendre. Alors, moi déjà, je trouve que dans ton discours, la première chose qui m'interpelle, c'est que je me dis, mais du coup, on a l'impression que ta cible, c'est les enfants adoptés ainsi que leur famille, alors qu'en fait, pour moi, ta cible, c'est tout le monde. En fait, c'est des sujets, encore une fois, c'est un sujet de société, donc on a tous, moi, tu vois, qui ne suis pas du tout concernée par ça, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus parce que, en fait, de toute façon, je trouve que les auditeurs de podcasts, c'est des gens qui généralement sont assez curieux. Donc, effectivement, on a un peu chacun son genre, mais tu sais, il y a Spotify qui a sorti une étude qui explique qu'en gros, alors j'ai retenu évidemment ce qui me concernait pour les sujets de santé, mais en fait, les podcasteurs santé écoutent aussi, enfin les auditeurs de podcasts santé écoutent aussi des sujets de société. Donc il y a plein de ponts comme ça qui se créent. C'est la première chose qui me vient. Et ensuite, je pense qu'en fait, toi, effectivement, pour moi, le challenge, c'est que tu as un sujet qui est sensible. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que tu apprennes un peu à pitcher en fonction de la personne que tu as en face de toi. Par exemple, quelqu'un comme moi, où tu vas dire, bah ouais, elle va pas être intéressée, mais si. Pourquoi? Parce que là, c'est hyper dur de te construire un. Si tu veux, on pourra en reparler. Je donnerai des exemples un petit peu plus concrets, mais je vais te donner un exemple. Ok. Là, j'ai sorti un nouveau podcast qui s'appelle En attendant la gynéco sur une fille qui a mal au ventre et elle ne sait pas pourquoi. Et oui, évidemment, on va parler de santé des femmes, on va parler de sujets d'endométriose, donc de choses qui sont qui concernent que très 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 peu de gens. Mais je me suis dit dès le début, j'ai pas envie. J'en ai un peu assez que les gens me disent ah ouais mais bon santé des femmes, moi je suis un mec. Non, en fait ça nous concerne tous. Et du coup en fait je me sers énormément d'un autre, enfin je prends la tangente, avec en fait, En attendant la gynéco, c'est un hommage au livre En attendant Godot, en fait, qui a été écrit par Samuel Beckett. Il se trouve que Samuel Beckett, c'est quelqu'un de ma famille. Et donc, quand je pitch mon podcast, quand je le pitch à des mecs, je parle de ça.
Je parle du fait qu'effectivement, le personnage, la personnage principale, elle a mal au ventre, mais elle va raconter l'histoire de sa grand-mère et à travers sa grand-mère, elle parle de Samuel Beckett, elle parle de littérature, elle parle de santé mentale. Tu vois, j'essaye en fait, c'est vraiment un travail d'apprendre à pitcher et de prendre le temps de pitcher très différemment en fonction de la personne que tu as en face de toi. Si c'est une femme qui a une endométriose, je vais lui dire, voilà, c'est un podcast qui parle d'endométriose, hop, elle va écouter. J'espère que ça t'aide. Ouais, non, mais je vois bien le concept. Et c'est vrai que, tel que tu nous le présentes, Sandra, on a l'impression, en fait... Est-ce que tu as eu, toi, on va donner la parole après à Stéphane. Tu as eu des retours, toi, de gens qui ont dit « ça m'a gêné » ou alors est-ce que c'est l'idée que tu te fais des auditeurs, ou tu as vraiment eu des retours en disant « non, j'écoute pas parce que ça me gêne ». Oui, parce que comme c'est des personnes, effectivement, ma niche, pour l'instant, c'est vraiment les personnes adoptées. Et parce que oui, on est des enfants, mais j'ai 40 ans maintenant, donc je suis plus trop une enfant. Mais c'est les personnes adoptées et qui sont pas forcément. Même moi, c'était moi un peu il y a 5 ans quand j'étais pas ouverte là-dessus. Du coup, je leur dis, écoute ça. Et puis, du coup, même en commentant sur YouTube, je vois bien les réactions. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a des personnes adoptées en elles-mêmes parce qu'elles ont grandi avec ces croyances. Donc, oui, j'entends que ça peut paraître moi qui me fais des films, mais non, il suffit de regarder des documentaires sur l'adoption et puis on voit les personnes adoptées. Oui, j'ai eu trop de la chance. Ou alors, mais pourquoi elles veulent rechercher? C'est n'importe quoi. Moi, mes vrais parents, c'est ceux qui m'ont élevé. Enfin, voilà, c'est pas non plus. Voilà, c'est un fait aussi. Ouais. Et après, ça dépend aussi la manière dont le podcast est écrit, ou si c'est simplement un podcast de conversation. Je suppose que c'est un podcast de conversation dans lequel il n'y a pas forcément où tu le prépares en amont. Comment est-ce que faudrait que j'écoute ton podcast pour me rendre compte, parce qu'il y a aussi Marguerite. Une possibilité bien sûr d'écrire un peu, même si c'est un podcast de conversation, d'essayer, comme tu le disais, par le biais à l'intérieur du podcast, peut-être de faire parler, d'avoir des anecdotes qui font qu'on va pouvoir pitcher différemment son podcast, parce qu'à l'intérieur de l'écriture, dans l'écriture même du podcast, on y apporte. Je prends un peu aussi l'exemple de Julien Cernobori dans son podcast Cerno. On le prend beaucoup en exemple, mais parce que c'est vrai que c'est assez marquant. Lui, il fait une enquête sur le tueur des vieilles dames, mais en fait, concrètement, 80% du podcast, c'est pas du tout les tueurs des vieilles dames dont il parle. C'est un prétexte. C'est même pas un prétexte. C'est en fait, il rencontre les personnages qui sont sur sa route dans le chemin de l'enquête des tueurs des vieilles dames. Et il y a toujours, bien sûr, ce fond qui revient, mais c'est des rencontres avec des personnes, en fait. Et donc, c'est de l'écriture, là, Marguerite. Et après, on donne la parole à Stéphane. Effectivement, en fait, il y a... c'est un travail d'écriture. C'est aussi peut-être... là, j'ai pensé aussi à un autre truc, Sandra, et peut-être un truc qui va plus te parler et qui est plus concret. Je trouve que quelque chose qui marche très bien pour pitcher un podcast, c'est de parler de ce que ça te fait ressentir. Tu vois, parce que en fait, le podcast, c'est vraiment c'est vraiment le média de l'émotion. Et ce qui va intéresser les gens, au-delà du sujet, ça va être que le podcast ce podcast t'a fait découvrir quelque chose, t'a fait apprendre quelque chose, t'a fait te mettre dans les baskets de quelqu'un, tu vois. Et c'est vraiment via l'émotion, je pense que tu peux parler au plus grand nombre, alors que à l'origine, tu l'as pensé pour des personnes comme toi, parce qu'en fait, c'est généralement ça qu'on fait. Et je pense que le processus d'écriture, pour revenir à ce que tu disais, Philippe, c'est un peu ça. C'est en fait, on a tendance toujours à écrire sur ce qui nous concerne nous, sauf que en fait, avec le podcast, et c'est ça qui est beau, on peut aussi parler de plein d'autres sujets qui nous dépassent un petit peu. Et du coup, on peut prendre de la hauteur là-dessus et se dire, mais en fait, je parle de ça, mais c'est quoi la cause plus large? Voilà. J'ai l'impression de beaucoup parler. Non, mais en même temps, tu es là pour ça. Hein. Donc, Stéphane, tu voulais réagir et interagir, et puis Raphaël, vous donner quelques chiffres après. Vas-y, Stéphane. Salut, est-ce que vous m'entendez bien? Oula, tu satures grave. Attends, bouge pas. Est-ce que tu m'entends bien comme ça? Là, tu satures grave encore.
Mais, Ah oui, et là encore? Un peu moins, là. Ouais. Mais là, tu saturais beaucoup. Hein. Je sais pas quel micro tu utilises, mais oh là là. Ah, là, tu fais clic-clac. Mais bientôt, tu vas être là. Non, Est-ce que tu m'entends là? Ah, voilà, parfait. C'est bon, nickel. C'est à toi, Stéphane. Eh ben, tu vois, je teste mon nouveau Logitech et je découvre les avantages et inconvénients d'un super cardioïde. Ah bah oui, tu l'as reçu, ça y est. Ben, en fait, je l'ai acheté, je tenais plus. Bref, c'est pas le sujet de la room. En fait, ce que je voulais ajouter, parce que c'était une room super intéressante, c'est que le point essentiel, il me semble, quand on est dans une niche, c'est de rejoindre d'autres niches. Ce que je veux dire par là, c'est que on a trop tendance à oublier qu'il y a une fonction de réseautage entre les niches et pas forcément de même plateforme, c'est-à-dire pas forcément de podcast à podcast, mais de sujets entre eux. Et j'en veux pour exemple, qu'il y a énormément de groupes Facebook, et si on prend le sujet de la santé, évidemment, sur le sujet de la santé, et que aller rejoindre ces groupes, aller se rapprocher de ces groupes, il en va de même pour les questions liées à l'adoption, aller rejoindre ces groupes en amont ou durant la création de son podcast, déjà pour commencer à parler de son contenu, d'ensuite se familiariser avec les membres du groupe et de leur présenter son contenu, ça peut énormément aider. Un petit exemple personnel, je viens de faire un podcast sur la vie de Jacques Mérine, qui est un criminel assez connu des années 70-80, et j'ai au préalable rejoint des groupes qui parlaient de la vie de Jacques Mérine, des fans de Jacques Mérine, alors que mon podcast c'est pas du tout un fan podcast, là, c'est plutôt un podcast de déconstruction du mythe, mais il n'empêche que j'ai été rejoindre ces groupes, je leur ai parlé de mon podcast, j'ai mis les liens vers le podcast, et après à eux de savoir s'ils aiment ou ils aiment pas, de critiquer ou de dire si ça leur plaît. Mais il reste que il y a forcément un lien naturel, un lien organique qui va se faire entre le sujet et les gens qui se trouvent dans ces groupes. Donc ça peut être vraiment, à mon avis, une des solutions pour ceux qui sont dans des niches, c'est d'aller rejoindre d'autres niches. Puis je parle de Facebook, mais c'est valable aussi pour Instagram, c'est valable évidemment pour LinkedIn, etc., etc. Ouais, tout à fait. Et puis après, il y a plein d'autres idées qu'on peut avoir. Raphaël, tu voulais rajouter quelques chiffres par rapport à tout à l'heure. Tu m'as dit dans le chat. Oui, parce que on parle de podcast de niche et d'écoute et on aimerait être écouté. Donc peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ils aimeraient savoir dans quelle mesure c'est. Moi, c'est pas un secret. Pour mon podcast musical qui est chez Ocha, donc avec les stats Ocha avant qu'il soit IAB, hein, je suis en moyenne, je suis pas en moyenne, je suis entre 3000 et 13 000 par épisode et je suis environ sur du 260 000 écoutes sur un an, entre 260 et 280 sur un an. Mon podcast sur l'influence, alors que justement je pensais que ce serait beaucoup plus simple d'avoir de l'écoute ou en tout cas d'avoir une grande disparité sur les épisodes, je suis à une moyenne de 300 par épisode, donc tu vois, c'est pas grand-chose, quel que soit l'influenceur que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que même des gens, qu'ils aient 3000 followers ou 150 000, au final, ils font des stories, ils mettent le bon lien, ils font une story quand ils viennent, ils font une story quand c'est publié. Je suis autour des 300. Ouais, sachant que, tu vois, c'est pas à vous que je l'apprends, mais la méthode de calcul, l'autre est chez Podcastix, donc je crois pas qu'il soit IAB, c'est vraiment juste le play. Donc encore que j'aurai un haut pic de début de lecture avec un effondrement même à 2 minutes ou 3 minutes, je le comprendrai aisément. J'ai même pas de pic de play pour une seconde, quoi. C'est peut-être lié aussi à la niche et à ces auditeurs d'influenceurs qui sont peut-être pas du tout des auditeurs potentiels. Alors, évidemment, mais c'est intéressant parce que je vois vraiment l'impact ou le non-impact du passage de Insta à l'écoute, parce que j'ai des influenceurs qui sont des mamans aussi, j'ai pas que des influenceurs mode de 20 ans, et j'ai tous les âges, et dans des domaines très différents, le voyage, la food, etc., avec des grosses audiences qui, généralement, sont des audiences avec lesquelles elles ont une grosse interaction. Et donc, j'imaginais naïvement qu'il y aurait un impact. Ce qui me surprend, c'est la non-disparité, c'est-à-dire c'est assez lisse, en fait, quel que soit le sujet, quel que soit l'âge, et quelle que soit la cible. Voilà. Intéressant. Frédéric, tu voulais, ou Marguerite, je sais pas. Ouais, je voudrais simplement dire qu'on voit toujours le monde de là où l'on est. Hein. Donc c'est un prisme qui est
toujours très personnel et qui provoque forcément des erreurs de jugement. On n'a pas la même vue que l'on soit à Brive, Paris, Berlin ou ailleurs. On n'a pas la même vue en fonction de sa profession, de son éducation. Donc pour y voir plus clair, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de bon sens, parce que le bon sens finalement, c'est généralement quelque chose qui est commun à beaucoup de monde. Dans le podcast de niche, il faudrait aussi c'est certainement faire preuve de bon sens, parce que comme je le disais, faut pas s'attendre à des audiences exponentielles. Déjà partager une expertise, c'est déjà, à mon sens, tenir la promesse. Et puis surtout, 3 fois surtout, c'est de ne pas être ennuyeux. Je pense que c'est la base de tout programme, hein. Un programme télévisuel, radiophonique, audio, littéraire, c'est qu'il faut ne pas être ennuyeux. Et peut-être que votre podcast de niche trouvera son public, même si celui-ci ne sera pas forcément nombreux. Et puis il y a le temps aussi, Philippe, on en a souvent parlé l'année dernière, les auditeurs en ont moins ou plus comme avant, ça c'est certain. Donc ça, il faut le prendre en compte, hein. C'est pas anecdotique. Aujourd'hui, ça le sera encore moins demain. L'auditeur, il fait des choix, il les hiérarchise. Donc il faut comprendre que vos choix, vos états d'âme, vos passions, vos interrogations, les sujets que vous voulez transformer en podcast, ils sont peut-être pas forcément ceux de la majorité. Et comprendre aussi qu'un podcast de niche ne générera que très peu d'audience. Et alors, est-ce que c'est catastrophique? Parce que est-ce que l'audience est finalement le but ultime de chaque podcasteur? Ça, c'est une vraie question, Philippe. Moi, je me souviens, il y a quelques années, ça venait pas à l'esprit d'un podcasteur que de savoir quelle audience il générait, hein. Donc, le marché a beaucoup évolué, il se stabilise, il se structure. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous voulez rester... avoir l'esprit de celles et ceux qui ont commencé à défricher le terrain du podcast? Ça, c'est notre interrogation aussi. Mais bon, est-ce qu'un podcast, s'il ne fait pas d'audience, est-ce que c'est un mauvais podcast? Tiens, voilà une question que je vous soumets. Non, mais comme disait, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Ils disent, mettez 500 personnes. Mais je pense que c'était toi, Raphaël, qui disait ça. Si vous avez 500 écoutes, à 300 écoutes de ton podcast, mais tu mets 300 personnes dans une salle, ça fait quand même beaucoup de gens qui t'écoutent au final. Donc en fait, faut aussi penser ça comme ça, Marguerite. Ouais, et puis c'est ce que je disais, c'est sur le côté les chiffres, on s'en fiche un peu tant que en fait le message arrive aussi à la bonne personne. Et pour donner un exemple un peu personnel, donc moi j'ai un podcast qui parle de santé des femmes, et pendant les 2 dernières saisons, c'était des témoignages très bruts en mode transfert de femmes qui avaient des problèmes de santé et qui avaient réussi à passer au-dessus. Et en fait, moi ce que je faisais, c'est que j'écrivais avec elles leur histoire. Donc voilà, donc en fait c'était 2 heures de travail en pré-interview, en préparation. Donc, je vous passe les semaines à échanger avec la personne, à être d'accord, enfin à se mettre d'accord sur ce qui va être dit, etc., à la mettre en confiance parce que c'est des sujets qui sont très très touchy. Et après le jour de l'enregistrement, elles lisent l'histoire. Et une fois, j'ai été contactée comme ça par une avocate plus vieille que moi, hyper grande gueule, qui me raconte une histoire de fausse couche. Donc vraiment, c'était très très dur. Et pendant toute l'interview, elle me regarde pas. Et donc, elle avait l'air hyper en confiance, voilà. Mais voilà, au moment de lire son témoignage, elle me regarde pas. Et après, elle me dit, écoutez, désolée Marguerite de ne pas vous avoir regardé, mais en fait, je savais que si je croisais votre regard, j'allais me mettre à pleurer. Et 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un message hyper long sur WhatsApp en me disant mais merci, vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait du bien, etc. Et en fait, je me suis dit mais j'en ai un petit peu. En fait, et j'avais encore des gens qui me disaient ah mais ton podcast il est triste quand même, c'est dommage. Et en fait, je me suis dit mais j'en ai absolument rien à faire que mon podcast il soit triste parce que il y a des moments où j'ai l'impression d'aider les gens et c'est ça qui m'apporte énormément de satisfaction personnelle, quoi. Ouais, très bien. Est-ce que nous avons encore quelques minutes pour si quelqu'un veut encore lever la main, sinon on pourrait terminer, Marguerite, avec peut-être que tu avais noté quelques conseils dont tu n'as pas encore parlé ou des choses dont tu aimerais parler avant de nous quitter, puisqu'on est déjà, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Je sais que le temps passe très vite. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler, Marguerite, dans ce que tu avais noté? Alors,
On a parlé de pas mal de choses. Non, je voulais dire sur les attention à inviter des invités connus, parce que j'entends souvent ça. Ah bah invite des invités connus, trop bien, tu vas avoir plein d'audience. Comme l'a dit Raphaël déjà, c'est pas le cas. Et surtout, en fait, il faut jamais négliger le fond. Enfin vraiment, en fait, pour moi, effectivement, un podcast qui fait beaucoup d'audience, mais qui est nul, qui est mal monté, où le son est nul, etc. Pour moi, c'est pas. Enfin, en tout cas, je prendrais pas personnellement de plaisir à le faire. Donc en gros, c'est un peu gnangnan ce que je vais dire, mais je pense vraiment que c'est la passion qui mène à faire des bons contenus. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, on s'en fiche que ce soit niche ou pas, faites-le. L'autre chose aussi, c'est un exemple que j'aime bien prendre, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de passionnés de Moyen-Âge ici? Eh bien non. Et en fait, sachez que le podcast Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau, qui est un peu une personne dont on entend énormément parler dans le podcast. Elle a, la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, entre 5000 et 10 000 écoutes sur ces épisodes qui parlent de Moyen-Âge. Et en fait, un truc qu'elle fait hyper bien, c'est qu'elle s'est fait inviter pendant 2 ans dans énormément de podcasts, où en gros, je sais pas, elle a eu dans un podcast de cinéma et elle a parlé de Kaamelott, une série sur le Moyen-Âge. En fait, à chaque fois, elle arrivait comme ça à ramener sur le sujet du Moyen-Âge. Et je pense que quand on a un podcast de niche, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un peu rigolé tous tout à l'heure quand j'ai dit « Ah, bah, viens sur un podcast santé ». Parce que oui, en fait, quand on extrapole, il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose qui parle à tout le monde. Et moi, c'est la santé, mais je suis sûre que parmi vos podcasts, il y a aussi d'autres choses, d'autres sujets sur lesquels vous pouvez vous raccrocher pour convaincre un peu les gens que c'est intéressant et il faut l'écouter. Eh ben voilà qui est dit. Brulatour, le mot de la fin avant de vous quitter, puis de vous inviter tous et toutes, pour ceux qui ne font pas partie encore de notre club. Je vois Sophie, Amina, Mossine, Drifa et Louis. Si vous voulez cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre 100% podcast pour simplement devenir membre de notre club et puis cliquer sur nos profils pour nous suivre et être alerté des prochaines rooms où on parle toujours de podcasts avec des thématiques qui nous sont proposées et que vous pourrez retrouver tout le programme, vous le retrouvez dans Podcast Magazine, podcastmagazine.fr, bien sûr sur le magazine papier. La version digitale arrive le 15 novembre. Les actus et toutes les newsletters aussi arrivent le 15 novembre. Il y a une petite période là de transition qui est en train de se passer. Donc n'hésitez pas à commander le magazine papier ou à le recommander si vous le désirez. Puis si vous voulez m'inviter pour parler de Podcast Magazine dans votre podcast, n'hésitez pas puisque c'est la thématique de la journée. Que nous on a un magazine de niche. Donc si vous voulez nous inviter dans vos podcasts, avec plaisir pour parler de Podcast Magazine. Et puis le dernier mot de Brulatour avant de nous quitter et de nous retrouver. S'il y a une petite annonce quand même que je voudrais faire parce que c'est assez notable. Donc l'ensemble des contributeurs au KissKissBankBank de Podcast Magazine ont reçu leur accès au groupe Pépite sur Cool qui permet d'avoir accès à des bonus qui seront on en ajoutera au fur et à mesure des semaines qui arrivent et aux masterclass. Et je voulais vous informer que la première masterclass a lieu donc ce vendredi de 9h à 11h avec Colette William du podcast Colette se confesse, où on va parler d'être à l'aise derrière son micro et on a préparé la masterclass tout à l'heure avec Colette et ça va être assez sympathique, donc venez nous rejoindre. Vous allez simplement sur cool.podcastmagazine.fr, vous allez dans la rubrique Les Pépites Masterclass et vous pouvez vous inscrire à cette masterclass et interagir et participer et même pouvoir éventuellement faire des exercices avec nous, puisqu'on va faire des exercices. Vous allez voir, ça va être sympa. Et bien entendu, la prochaine room, Monsieur Brulatour, ce sera... ce sera mon mot de la fin, effectivement. Être à l'aise derrière son micro, ça c'est la masterclass de vendredi matin. Et puis se lancer sur Instagram ou mieux l'utiliser. Alors moi, je ne suis pas un adepte d'Instagram, mais j'aborderai ce que j'appelle les réseaux asociaux. Et vous verrez que comme sur la route où il n'y a pas de problème d'automobile, il n'y a que des problèmes d'automobilistes, vous verrez que sur les réseaux sociaux et sur Instagram,
il n'y a pas de problème de réseaux sociaux, mais il n'y a que des problèmes d'utilisateurs. Ça marche aussi pour la chasse. Il n'y a pas de problème de chasse, il n'y a que des problèmes de chasseurs. On peut multiplier ce genre de comparaison. Mais sur les réseaux dits asociaux, il n'y a pas de problème de réseaux sociaux. C'est des grosses motorisations. Moi, j'ai jamais autant appris, par exemple, en me connectant sur Twitter que depuis que je suis connecté à Twitter. Donc, il n'y a pas de problème de moteur. Il n'y a que des problèmes d'utilisateurs et on en parlera la semaine prochaine. Avec Lauriane qui est parmi nous d'ailleurs dans la room, qu'on salue. Salut Lauriane, on se retrouvera la semaine prochaine à 13h. Ne manquez pas pour parler Instagram et puis pour partager tous vos trucs et astuces sur Instagram. Moi, je suis pas un fan d'Instagram, mais je vais quand même voir l'Instagram de Lauriane. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour. Et Lauriane qui signe d'ailleurs une série de photos issues de son Instagram, issues de sa vie en audio dans Podcast Magazine sur beaucoup de pages. Et on aura normalement la saison 2 dans le prochain numéro qui sortira le 15 janvier. Si vous voulez bien sûr aussi participer à Podcast Magazine, utilisez notre plateforme cool.podcastmagazine.fr pour soit présenter votre podcast ou nous dire les podcasts que vous écoutez ou encore venez collaborer et éventuellement écrire dans le prochain Podcast Magazine en soumettant vos idées, vos sujets et surtout on est preneur de vos retours, tous les lecteurs de Podcast Magazine, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, pour que le numéro 2 soit encore meilleur. Voilà, merci à tous et à tous. Merci Marguerite pour avoir proposé cette thématique fort intéressante, tu vois, et bravo pour ton portail, en fait, ton moteur de recherche, podcast-santé.com, qui va certainement donner des idées à d'autres, et je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à contacter Marguerite si vous avez besoin justement d'être un peu accompagné dans cette complexité de l'Internet, du SEO et du référencement et des mots-clés, toutes ces choses-là. C'est quand même un univers impitoyable. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe, de m'avoir reçu. C'était une heure de déjeuner vraiment très, très agréable. Bah écoute, voilà, nous aussi. Et on se retrouve très, très vite sur Cool. Vendredi matin à 9h sur Cool aussi, dans la partie Masterclass. N'hésitez pas à y participer. Et puis, mercredi prochain avec Lauriane pour parler Instagram. Bon après-midi à tous. Bossez bien. Ciao. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas, ta marque est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.